Bonsoir mes petits auditeurs préférés, bienvenue dans le futur. Ici Robot William accompagné de Hélène 3000. Dans le futur? Oui, on est dans le futur, Hélène. Tu t'es pas rendu compte de ça? Réveillez-moi quelqu'un parce que je dois être dans le coma ou quelque chose, je sais pas. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, on parle de la Saint-Patrick, mais on est une semaine à l'avance. Ah, je comprends. Ben, c'est un petit futur. Ouais, je comprends. Ben, ou sinon, les gens peuvent l'écouter la semaine prochaine, puis nous écoutent dans le passé. Oh my God, ben, on est le futur. Mais tu sais, tout futur devient le passé un jour. C'est ça. Un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va parler de nous dans un podcast dans le futur. Tout passé a déjà été le futur de quelque chose. Anyway, cette semaine... Ça y est, je t'ai perdu. Non, mais c'était, regarde, un moment donné, je pense qu'on allait trop loin. Ouais. Cette semaine, on parle d'Irlande et de Saint-Patrick, en fait. Oui, ben les origines de la Saint-Patrick, parce que l'an passé, coudonc, on n'avait pas fait d'épisode là-dessus. Alors qu'on avait fait un épisode sur l'Halloween, sur Noël, sur Pâques. Mais il y avait des limites sur les fêtes qu'on pouvait faire dans une année. Il fallait s'en garder pour cette année. C'est surtout qu'à chaque fois, c'était comme spécial Noël. Fait que là, c'était plus spécial. Tous nos épisodes ne pouvaient pas être des spéciaux. Non, effectivement. Puis moi, ben, je vais parler aussi d'Irlande, mais je vais parler de la grande famine d'Irlande. Mm-hmm. Puis en fait, les autres famines aussi. Il n'y en a pas juste eu une. Oh, intéressant. Donc, sans plus tarder, on va se... casouer les oreilles. Ah, la Saint-Patrick, hein? Cette journée de mars où il est socialement acceptable de se saouler à la Guinness jusqu'à vomir des arcs-en-ciel et voir des farfadets parce que soi-disant que ça porte chance. La Guinness. La Guinness. Tu le dis à la française. Ben, regarde, c'est ça. Will, tu sais bien, on change pas une formule gagnante, hein, quoique j'ai aucune idée si ça intéresse vraiment les gens, mais peu importe, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vais revenir sur les origines de cette fameuse célébration irlandaise et creuser dans les traditions pour essayer de comprendre le pourquoi du comment de que c'est, mais surtout, c'est qui ça, Patrick? Elle connaît pas Patrick. Malheureusement, il ne s'agit ni de Patrick Huard, ni de Patrick l'Étoile de mer, ni de Patrick Morin. Hein? Assoyez-vous les enfants. Je vais vous conter l'histoire de cette fête qui aujourd'hui n'a plus grand-chose de catholique, sauf le nom. Quelle surprise! Toutes les fêtes catholiques qui, à la base, étaient sûrement... J'imagine que c'est une fête volée en plus. Non. Même pas? Non, vraiment pas. Ils volaient du stock, puis après ça, on le change vers autre chose de super commercial. Souvent, c'est des trucs païens. Ben, de elle, c'est pas une fête volée, là. Oui, on l'a volé. C'était pas sa vraie fête à Jésus. Oui, dans ce sens-là. Mais en tout cas, celle-là, c'est pas une fête volée, même s'il y a des païens d'impliqués à quelque part là-dedans. Il y a toujours des païens. Mais tout commence avec des pirates et des serpents. Ah oui, ben oui, clairement, c'est ce qu'on pensait. Ben, en fait, tout commence avec Maewyn Succat, de son vrai nom, qui serait né en Écosse en l'an 385 de notre ère. C'est pas Patrick, ça. Ben, c'est ça, la légende veut que notre cher Patrick, qui a été rebaptisé, là, en fait, il aurait été kidnappé par des pirates et vendu comme esclave à un mage irlandais. OK, fait que Patrick, c'est Maewyn Succat. Exactement. OK, non, je veux juste être sûr que je comprenais, là. J'ai pas plus de détails sur sa séquestration, son kidnapping, tout ça, si ce n'est qu'il a été fait berger pendant 6 ans. C'était ça, son esclavage, là, de gérer des moutons. Non, Fabergé. Il a fini par apprendre la langue locale, là, donc le gaélique. S'est converti au christianisme et a été rebaptisé Patreg ou Patricius. Patreg, c'est Patrick en gaélique, en celtique. Patricius en latin. Puis ben en français, en anglais, c'est Patrick. Comme pratiquement tous les saints, il a fait la rencontre de Dieu dans un rêve qui lui aurait ordonné de retourner sur sa terre natale, donc en Écosse. Tourne chez vous! En référence à notre dernier épisode, rêver du Tout-Puissant serait révélateur des conseils dont on aurait besoin. Bref, un symbole de protection et de sagesse divine, là, pour ceux qui n'ont pas écouté. Bon lien. Puisque j'avais pas parlé justement de la religion dans les rêves. Du Saint-Esprit. Ben, c'est rare que je rêve à ça, moi. Suite à ça, il serait allé étudier la théologie en Gaule, donc avec nos bons amis Astérix et Obélix. Oh, y a-tu vu le dernier film? Je pense pas. Okay. Faisait un petit bout qu'il était plus... ouais, c'est ça. Il était plus trop vigoureux et vaillant
il n'y avait plus de potion magique. Peut-être dans le prochain film, il va être là, tu sais. Peut-être. En même temps, c'est pas à cette époque qu'il y avait l'embarras du choix là, en termes de métier. Hein, fait qu'il devient évidemment prêtre, puis diacre et évêque, parce que, encore une fois, ben, les débouchés dans le domaine sont pas si nombreux que ça, veux pas. Le petit ellipse temporo-spatial, donc une fois ses études terminées, il accompagne Saint-Germain d'Auxerre dans ses missions et ce dernier parle de son disciple, donc de Patrick, au pape Célestin Ier. Rien de moins. Là. Tu sais, quand ton gourou, ton mentor parle de toi au pape. Là, mais en même temps, c'est comme parler au CEO de ta business, le rendu là. Je veux dire, il travaille dans la religion, fait que c'est sûr que maintenant, ça suit cette lignée-là. Là. Ouais. En 432, Patrick est renvoyé en Irlande par le pape Célestin Ier pour évangéliser l'île. Fait que là, Jésus, il a dit va-t'en, puis là, le pape, il a dit retourne-y. Écoute, c'est juste des va-et-vient. OK. Mais dans la culture populaire, on raconte que, armé d'un bâton magique, Patrick aurait réussi à y chasser tous les serpents en les faisant périr dans les flots. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de serpents en Irlande. Tu comprends? Ben oui, parce que Patrick, il les a tous tués, Hélène. Ben non, mais c'est ça, tu sais, c'est facile de toutes les tuer s'il n'y en a pas. En fait, c'est que ce serait une métaphore pour expliquer qu'il a réussi sa mission d'éliminer les croyances polythéistes des peuples celtiques qui étaient païens, là, à l'époque. Il a tué les païens à coups de bâton sur la gueule. Non, mais dans cet ordre d'idées-là, pour justement les évangéliser et leur expliquer le christianisme, il aurait utilisé un trèfle pour expliquer la Trinité à ses reconvertis. Fait que il se trouvait au Rock of Cashel, donc la roche de Cashel, un site historique majeur en Irlande aujourd'hui, tu le comprendras. Et ben en fait, il s'est rendu compte que sur une seule plante, donc un seul trèfle, il y avait 3 folioles, qui est le nom des petites feuilles qu'on donne là, justement au trèfle. Et les Celtes, ben ils croyaient déjà que chacune de ces folioles-là représentait quelque chose de différent des autres, mais qui étaient toutes liées ensemble. Donc, ça représente plutôt bien le lien entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, la divine Trinité, comme on appelle, que Patrick, justement, essayait de leur expliquer. Fait que ils ont comme pas mal avalé la pilule assez rapidement, merci. Là. L'évangélisation, c'est plutôt bien fait. Concernant la chance qu'on associe au trèfle à 4 feuilles, ben c'est probablement seulement en raison de sa rareté, étant donné qu'il s'agit d'une mutation génétique et qu'on aurait une chance sur 10 000 d'en trouver un. Oh, quand même. Et ben sinon, à sa mort, en 461, l'Irlande était majoritairement chrétienne. Donc, mission accomplie, mon Pat. Bravo. Il a bien fait ça, mais fait que le trèfle à 4 feuilles, ça n'a pas rapport avec Patrick. Là. C'était pas le Amen à la fin au nom du Père. Non, c'est ça. Lui, il a utilisé... il a vraiment utilisé le trèfle à 3 feuilles, qui est devenu un symbole dans la culture irlandaise. Peut-être que c'est lui, la 4e feuille. Peut-être. Qui sait? Mais c'est pas Patrick qui a demandé lui-même à ce qu'on le célèbre le 17 mars. Là. Je veux dire, il est pas aussi narcissique que certains humoristes du showbiz québécois. Oh, snap! Oh, snap! En fait, ce serait à cause du prêtre franciscain Luc Wadding. Ah oui, ce nom, on dirait il a 4 origines, ce gars-là. Ouais, mais surtout que c'est... En fait, ça s'écrit Luke. Luke. Mais lui, il aurait été une figure importante du 17e siècle. Fait qu'il y a une grosse ellipse temporelle là, dans la lutte contre l'oppression que les catholiques irlandais vivaient de la part du Vatican. Puis il a fait en sorte, en fait, que l'Église reconnaisse la Saint-Patrick comme une fête officielle du calendrier religieux. La Saint-Patrick a été entérinée comme fête religieuse en 1631, donc au 17e siècle, par le pape Urbain VIII. Mais c'est un férié en Irlande depuis 1903 seulement. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu, c'est beaucoup plus récent que j'aurais cru. Ouais. Petit problème, par contre, la Saint-Patrick, là, vu que c'est le 17 mars, ça a lieu pendant le carême, hein? Oui, pas de viande le vendredi. Ben, pas juste ça. Les chrétiens pratiquants qui célèbrent la Saint-Patrick, ils ont le droit de rompre le jeûne le 17 mars, donc le jeûne du carême, mais il n'y avait pas le droit de prendre de l'alcool. Des Irlandais qui ne pouvaient pas boire. Des Irlandais ça qui va ne pouvaient pas pas bien, boire. Mais justement, il y a une loi qui a été passée en 1961, donc très récemment quand même, pour autoriser l'ouverture des bars et ainsi prendre une bonne chope de bière pour se réhydrater de toutes ces folies et célébrations. D'où pourquoi ils boivent autant à Saint-Patrick, parce que ça fait un bout qu'ils n'ont pas bu. Eh ben, ils ont jeûné pendant presque 60 ans d'alcool, fait que fallait qu'ils se rattrapent. Exactement. Il s'est pas éduqué à l'alcool, il serait content. Là. Ou surtout pas avec les recommandations qui viennent de passer. Non. Autre symbole de la Saint-Patrick, la couleur verte. Évidemment. Oui, couleur du trèfle.
Oui, on le sait tous. Le 17 mars, tout le monde, ou presque, porte du vert. Là, tout le monde qui célèbre, en tout cas la Saint-Patrick, porte du vert. Mais savais-tu qu'originellement, la couleur de Saint-Patrick, là, la personne, c'était le bleu? Oui, mais en fait... Je sais que le bleu, c'était relié avec la royauté. Ben, c'était pas nécessairement la royauté, c'est juste que... Le pape. C'est juste qu'il était vraiment dessiné et mis en portrait avec un espèce de bleu très pâle, là, turquoise presque. Je retournais à notre épisode sur les partis politiques où je parlais du bleu puis de la religion puis tout. Fait que c'est pour ça que j'étais comme pas surpris. Ouais. Pour une fois que c'est moi qui n'ai pas surpris, pas juste toi. En 1783, un ordre chevaleresque anglo-irlandais créé en l'honneur de Saint-Patrick arborait une bannière bleue, tout comme les brassards de l'armée et l'ancien drapeau irlandais. Parce que le drapeau n'a pas toujours été vert, blanc et orange. Le cyan, il a été troqué pour le vert à la fin du 18e siècle, au même moment que la rébellion irlandaise. En gros, en 1798, les Britanniques occupent encore l'Irlande parce que Christ sont partout. L'équivalent de nos patriotes avait donc choisi un drapeau vert arborant une harpe d'or en signe de nationalisme. Fait qu'ironiquement, le vert était associé à tout sauf à la chance, peut-être, parce que l'occupation britannique a pris fin seulement en 1921. Tu sais, là, je parlais du fait que ça a commencé en 1798, là, cette rébellion-là. On est plus de 100 ans plus tard. Mais le vert, c'est aussi la couleur, justement, de l'espoir. C'est très représentatif des paysages irlandais aussi, on va se le dire, qui est d'ailleurs surnommé l'île Émeraude, et c'est aussi associé au printemps, dont l'arrivée n'est pas très loin du 17 mars. Hein? Tout est lié. C'est ça. Donc, après 700 ans d'occupation, le vert s'est présenté comme une évidence pour affirmer l'identité irlandaise. Là, tu vas me dire, pourquoi la Saint-Patrick est si populaire aujourd'hui? Ben d'abord, il faut savoir que la première Saint-Patrick, comme fête des Irlandais, là, elle aurait été célébrée en 1737 à Boston et non en Irlande. Pourtant, Boston, ben, c'est aux États-Unis, aux dernières nouvelles. Et en 1762, à New York, on voit le premier défilé de la Saint-Patrick qui a lieu. En quelle année? En 1762. OK, quand même beaucoup plus tôt que je pensais. Ouais. Je reviendrai pourquoi que je pensais ça. Ben, la ville détient d'ailleurs le record du plus gros défilé de Saint-Patrick encore à ce jour. Puis au Canada, la plus grande parade, elle se déroule à Montréal, qui est quand même depuis 1824. Là, donc, OK, quand même. On a une bonne communauté irlandaise au Québec, là, sans le savoir. Il y a eu beaucoup d'immigration irlandaise à Montréal. Oui, puis là, ben, tu vas sûrement nous en parler plus en détail dans ta partie, William, mais en 1845, il y a une famine qui s'est abattue sur l'Irlande. J'en dis pas beaucoup, là. Mais ça a forcé 1 million d'Irlandais à quitter l'île pour survivre. Fait que cette diaspora, ben, elle est à l'origine de l'appropriation culturelle celtique mondiale qui a lieu tous les 17 mars, grosso modo. Jour supposé de la mort de Saint-Patrick, d'ailleurs. Il y aurait aussi plus de personnes qui ont des racines irlandaises aux États-Unis, donc environ 34 millions de personnes, que d'Irlandais en Irlande même, donc environ 7 millions, là, fait que sont presque 5 fois plus, là, en fait, aux États-Unis à avoir des racines irlandaises que dans le pays même. D'ailleurs, la Saint-Patrick devient, dans les années 90, un prétexte pour promouvoir la culture irlandaise dans le monde, hein, et ce, à l'initiative même du gouvernement irlandais. Donc, la fête religieuse devient un festival de 5 jours. Ça explique pourquoi les festivités durent de plus en plus longtemps, sont un peu partout, qu'on peut commencer à fêter la Saint-Patrick des fois le 12 mars. Par contre, ben, c'est ça, c'est vraiment par tradition qu'on associe le 17 mars à la fête nationale de l'Irlande, alors que, selon plusieurs sources, c'est pas la fête officielle comme, mettons, nous, on a le 1er juillet ou les États-Unis ont le 4 juillet. Faite par des Irlandais, mais c'est pas la fête des Irlandais. Exactement. Mais c'est pas tout. C'est tellement populaire à Terre-Neuve et Labrador que c'est un férié là-bas aussi. Un territoire canadien qui offre un férié parce que justement, il y a beaucoup d'Irlandais apparemment là-bas aussi. Ou en tout cas, il y en a eu beaucoup. Il y en a su? Il y en a su. Et évidemment, ben, sur l'île Émeraude, cette journée-là, tout est vert, même la bouffe. Non pas parce qu'ils se prennent pour Popeye et se goinfrent d'épinards, mais parce qu'ils ajoutent du colorant dans la pâte à bagel, la pâte à crêpes et même la bière. Parlant de bière, Guinness fait pas mal son chiffre d'affaires le 17 mars, là, évidemment, puisque la consommation mondiale double cette journée-là. Pour une journée ordinaire, on parle de 5,5 millions de litres vendus, tandis qu'à la Saint-Patrick, c'est plutôt 13 millions de litres vendus, soit 150 litres à la seconde.
quelque peu de Guinness, là. Quelque peu. Côté bouffe, les Irlandais expatriés à New York ont inventé un plat qui est aujourd'hui considéré comme un plat traditionnel, c'est-à-dire du corned beef avec du chou. Habituellement, en Irlande, ça aurait été du bacon ou de l'agneau avec des patates. Mais les Irlandais, ne pouvant pas se permettre d'acheter ce type de viande-là, étant donné que c'était trop cher aux États-Unis, ils se sont tournés vers le corned beef et les patates, quant à elles, ben, elles avaient été remplacées par le chou à cause de la famine. À cette période, les ventes de bœuf, d'ailleurs, donc dans la période de la Saint-Patrick, là, pas jadis, là, elles grimpent à plus de 26 milliards de livres et le chou à plus de 2 milliards de livres aux États-Unis. Ah ben, fait que ça me surprend ça leur fait énormément, mais... en tabarnouche. Ça fait bien du chou. Puis là, je te vois venir, Will, tu vas me dire, ben Hélène, t'as-tu trouvé des traditions étranges à travers tes recherches, là, autres là, que se déguiser en farfadet, là, mettons? Ouais, ben ça, moi, tout ce que je veux savoir, c'est les liens au farfadet, là. On va y venir, mais tu risques d'être déçu. Ah... La réponse, c'est oui, il y en a des traditions étranges parce qu'on va se le dire, après Noël, c'est pas mal la fête la plus international Mr. Worldwide célébrée partout, là. Est-ce vraiment de l'appropriation culturelle si Saint-Patrick n'était pas lui-même irlandais? Hein? On se rappelle qu'il est écossais. Pas vraiment, mais en tout cas, la question se pose. Mais tout ça pour dire que... C'est pas si pire. Versus là, ce qu'on peut faire de très raciste, c'est quand même pas si pire. La seule tradition que je sais, c'est les gens qui se pincent, là. J'en parle même pas. Découvert ça grâce au dessin animé de Jackie Chan back in the days. Ouais, mais si vous portez du bleu, vous êtes chill, la gang, parce que Saint-Patrick y en portait aussi. Hey, ça, c'est un beau life hack. À New London, dans le Wisconsin, il y a des lutins, leprechaun, appelle ça comme tu veux, des farfadets. Des farfadas. Qui se déplaceraient dans la ville pour changer tous les affichages comportant le nom New London et le remplacer par New Dublin. J'adore. À Portland, dans le Maine, on commence la journée en force ou par un réveil brutal, là, c'est selon. Les fêteurs sont invités à plonger leur tête dans les eaux glacées de l'océan Atlantique à 5h30 du matin. On se rappelle qu'on est le 17 mars, hein? Non, merci. Ceux qui auront relevé le défi se verront récompensés par un savoureux déjeuner irlandais gratuit, en plus de pouvoir participer à une vente aux enchères et à une tombola. Ce qu'il y a de bien, par contre, c'est que tous les fonds qui sont ramassés sont remis à des œuvres de charité. Donc, c'est quand même pour la bonne cause que vous gelez la nuque et la tête et toutes les neurones. Ouais, mais moi, si je pourrais sauter dans un océan glacé, c'est pour autre chose que du chou, tu sais. Ah, mais t'as pas besoin de sauter, tu fais juste te tremper la tête. Quand même. Ben, effectivement. Un peu partout dans le monde, les monuments sont évidemment illuminés là, aux couleurs de l'Irlande, mais à Chicago, c'est la rivière qui est teinte en vert pendant quelques jours. Cette tradition-là, elle est possible grâce aux familles Butler et Rowan, et ce depuis 50 ans. En effet, seuls les membres de ces familles-là sont acceptés sur le bateau déversant 20 kilos de colorants écologiques et biodégradables, dont la recette est évidemment gardée top secrète, là, et ce qui fait que, justement, la rivière à Chicago est verte pendant quelques jours dans la période de la Saint-Patrick. J'imagine que c'est nouveau, que ça soit biodégradable et écologique. Il y a 50 ans, je pense qu'il s'en sacrait un petit peu. Effectivement. Amateur de food fight, même si je vous juge un peu parce que ben vous gaspillez de la bouffe, ce n'est pas le cas de la Nouvelle-Orléans. En plus, c'est végé-friendly parce que on utilise tous les ingrédients d'un vrai ragoût irlandais, là, donc le corned beef et le chou, mais le bœuf en moins. Fait que le chou est évidemment... juste du chou. Non, mais il y a aussi patates, carottes, plein d'affaires. Là. Le chou est évidemment la vedette. On aurait d'ailleurs développé une technique pour lancer le chou sans blesser personne. Wow! Surtout que les Irlandais, quand ils fêtent, ils deviennent sous rapidement, ce qui fait qu'ils font moins attention, ce qui fait qu'il y a plus de risque de blesser des gens. Bref, à l'origine, les riches montaient sur les chars des parades pour jeter de la nourriture aux pauvres, selon l'historien Michael Cronin. Wow! Ah, mais c'est incroyable, ça, comme tradition. Mais je vois vraiment les riches faire comme « Tenez, la plèbe, nourrissez-vous! » Oh non, moi, je le vois pas lancer avec allégresse. Là. Moi, c'est genre, je vise la face avec ma purée de patates. Là. C'est clairement plus ça. Là. C'est des riches, là, ils crachaient sur le petit peuple. Ouais, en tout cas. À Washington, semblerait-il que depuis les années 50, le chef du gouvernement irlandais se rend dans la Maison-Blanche pour offrir un bol de cristal rempli de trèfle au président américain. Ouais, même s'il faut, d'après moi, plus que juste de la chance lorsqu'on occupe un tel poste. Là. Mais Joe Biden, il y a des ancêtres irlandais. Ah! Ben ça va. Mais en tout cas, Trump, je pense pas qu'il a trouvé de trèfle à 4 feuilles dans ses seaux, dans ses bols de cristal, parce que ça va pas bien, ces affaires. La Saint-Patrick est même fêtée ailleurs que sur Terre, le savais-tu?
Dans la station spatiale. Exactement. En 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield, présent à bord de la Station spatiale internationale, s'est habillé en vert, a mis un beau petit nœud papillon, a pris une photo de l'Irlande depuis l'orbite et a filmé une vidéo de lui interprétant Danny Boy et a évidemment publié le tout là, sur les réseaux sociaux, sur Internet, tout ça. Donc, ça avait beaucoup fait jaser. J'aurais dû me douter que c'était Chris Hadfield qui a fait ça. Je veux dire, c'est sûr. S'il y en avait un à le faire. C'est sûr. Mais il y avait une autre astronaute qui avait joué de la flûte, en fait, une chanson typique irlandaise à la flûte dans la Station spatiale internationale aussi, je pense, 3 ans avant lui. Enfin, du côté de l'Irlande comme telle, les Leprechauns, ou les Farfadets, là, comme t'aimes les appeler, ils sont naturellement associés à la Saint-Patrick parce qu'ils font partie du folklore irlandais, mais il n'y a pas vraiment de lien direct avec Saint-Patrick. Là. Donc, c'est vraiment juste nous, pauvres gueux, qui faisons des amalgames comme ça. De même, je sais pas si tu connais la pierre d'éloquence ou pierre de Blarney. C'est pas directement lié à Saint-Patrick, c'est plus une tradition irlandaise générale, mais fort à parier qu'elle reçoit pas mal plus de visiteurs aux alentours du 17 mars. En fait, c'est une pierre située sur une tour du château de Blarney, à quelques kilomètres à peine de Cork, qui est une des grandes villes en Irlande. On dit que si t'embrasses la pierre, tu seras plus éloquent, donc tu t'exprimeras mieux. Peut-être que nous, on aurait besoin de l'embrasser des fois avant de tourner... Je sais pas de quoi tu parles. tourner des épisodes de podcast. Par contre, c'est pas gagné d'avance, étant donné que la pierre est positionnée de sorte qu'il faut se pencher avec la tête par en bas pour y donner un petit bec. Fait que pas idéal si t'as le vertige. Et voilà ce qui conclut ma partie. Mais merci pour ce résumé fort joyeux de la Saint-Patrick, parce que moi, je m'en viens nous donner ça sur un temps en parlant de famine. Ouais, mais fort joyeux, on va se calmer. Ça a commencé avec des pirates puis des serpents, là, mon affaire. Ouais, mais il n'y avait pas vraiment de serpents au final. Fait que, tu sais, est-ce que c'était si grave que ça comme situation? C'est ça. Ben, fait que c'est ça. Merci pour cette éducation irlandaise. Faut dire que ma connaissance de l'Irlande jusqu'à cet épisode était assez limitée, outre les stéréotypes classiques reliés aux petits rouquins. Une des seules autres choses que je savais par rapport à eux est le fait que l'Irlande a vécu une grande famine et que celle-ci était reliée aux patates. Ouais, c'est vrai. Par contre, il n'était pas question que je sois capable de vous résumer quoi que ce soit. Peut-être que je suis vraiment con au final, puis c'est juste moi qui ne retiens pas l'information, mais je me souvenais pas de ce qui était réellement passé ou quand c'est réellement arrivé. Mm-hmm. Après investigation, pour cet épisode-ci, ce que je suis en mesure de vous dire de base, c'est que les Irlandais, ils ont eu souvent faim. Oh, pauvre petit perte. C'est-tu parce qu'ils ont été punis parce qu'ils n'avaient pas fini leur assiette de brocoli? Non, c'est qu'ils ont eu plusieurs famines. Par contre, avant d'y arriver, laissez-moi vous parler du contexte historique, tel un bon épisode des pires moments de l'histoire. C'est ça que j'allais faire contexte historique. Donc, fast-forward un peu de ce que tu parlais plus tôt dans l'épisode, Hélène, et nous voilà au 17e siècle. Je sais que t'es allé dedans, mais t'étais plus avant le 17e. Ouais. Période de l'histoire assez importante pour les voisins de l'Irlande, les Anglais, qui étaient en mission pour gagner leur game de civilisation en conquérant le plus de territoire possible, pillant les villages voisins et tentant de conquérir tout le monde avec leur religion. T'sais, une méchante grosse game de Catan. Oui, c'est ça. Ben, civilisation Catan, effectivement, dans la même catégorie. Risk. Bien que leur plus grand plaisir était de piller outre-mer, les bons vieux Anglais, ils pouvaient pas faire autrement que chicaner avec leurs voisins les Irlandais. Mais deux Soulons, un à côté de l'autre, ça va pas bien finir. Ça dépend si on l'alcool joyeux. Ouais, je pense que les Anglais étaient pas très joyeux à cette époque-là. Parce que c'est un conflit complexe qui implique des luttes de pouvoir, mais on peut résumer un peu la situation ainsi. Les Anglais ont fini par dire que l'Irlande, c'était chez eux, puis ils ont commencé à s'y installer en disant aux Irlandais de se tasser dans un coin pendant qu'ils volaient leur terre. Ça te rappelle-tu un petit quelque chose? Ouais, mais je veux dire, tu dis que c'est un conflit complexe, mais outre les petites querelles à l'école, dans la cour de récréation, il y en a-tu des conflits qui sont pas complexes, surtout quand on parle de géopolitique? Puis qui s'étalent sur des centaines d'années, là, exactement. Effectivement. Mais c'est juste que pour dire que je voulais pas résumer ça au grand complet. Si ce n'est pas déjà suffisant pour fâcher le petit farfadet dans Les Simpsons, que les Anglais volent leur terre... je pense que c'est un de mes personnages préférés. Oh oui. Ajoutons ici une couche de conflit religieux, comme tu as dit tantôt. Oui. Les Irlandais étaient majoritairement catholiques, tandis que les Anglais, eux, étaient protestants. Les Fucking Henri VIII. Oui, maudit Henri. Les Anglais, alors au pouvoir du territoire, ont donc littéralement décidé d'instaurer des lois anti-catholiques en Irlande pour tenter de maintenir un pouvoir protestant et donc anglais. Ces lois anti-catholiques incluaient l'interdiction de pratiquer la religion catholique publiquement,
l'interdiction de posséder des terres et des biens, ainsi que l'interdiction de servir dans l'armée ou dans le gouvernement. On appelle ça la loi sur la laïcité au Québec. Ben, c'est quand même moins pire ce qu'on a ici. Là. On s'entend, ça les limite pas mal, nos Irlandais. Débutèrent alors une certaine discrimination et persécution des Irlandais, alors considérés comme citoyens de seconde classe. Ben voyons donc! Les comparaisons avec vos dictateurs favoris ne cessent de s'accumuler. Bien entendu, tout ça mène avec raison à quelques guerres civiles, dont une nommée la guerre de la Glorieuse Révolution, à googler si ça vous intéresse. Tout ça pour dire qu'au moment où notre première famine arrive, ce conflit est toujours aussi omniprésent et les Anglais ne sont pas plus sympatoches. Et puis, spoiler alert, ce sera tout au long du reste de cet épisode. Jusqu'à aujourd'hui. C'est pas vrai, on vous aime les Anglais. C'est moins pire quand même aujourd'hui. On n'a rien dit. Alors que la grande famine irlandaise, comme on l'appelle, est survenue de 1845 à 1852, la première ayant touché nos amis rouquins est quant à elle survenue une bonne centaine d'années auparavant, soit entre 1740 et 1741. Mais c'est de la généralisation abusive, ton affaire. Ils sont pas tout roux, les Irlandais. C'est juste parce que je cherchais des synonymes. Oui, c'est bien correct. Bien que moins connue, cette famine aurait potentiellement causé autant, sinon plus, de dommages que la plus connue, proportionnellement parlant. En fait, ce serait entre 300 000 et 480 000 personnes qui seraient décédées pendant cette première famine, ce qui équivaut entre 13 et 20 % de la population de l'époque, soit 2,4 millions d'habitants. Quand même, effectivement. Les chiffres ne sont pas précis, tout simplement par le manque de recensement à l'époque, parce qu'il était interdit à l'Église catholique de tenir un registre de leurs membres. Donc, on ne pouvait pas savoir le nombre d'Irlandais qui manquaient à l'appel à la messe. Ouais, puis je veux dire, avec les moyens du bord, là, c'est la même chose avec la grippe espagnole. Entre 100 millions et genre 200 millions de personnes. Comme... Oui, mais c'est encore plus dur quand tu n'as pas le droit d'écrire le nom de personnes nulle part. Non, c'est sûr, mais il n'y avait pas de recensement même à l'époque, ça, justement. Ouais. Officiellement, on parle donc de 10 % de la population, mais c'est probablement plus. En Irlande, l'année 1741 est surnommée l'année du massacre. Fait que ça résume un peu l'ambiance à l'époque quand même. Mais quelle était la cause de cette famine? Eh bien, après plusieurs années d'hiver plutôt doux, l'Europe fut frappée par de grands froids inhabituels pour la région. Selon les écrits, la température extérieure en janvier 1740 aurait atteint les moins 18 degrés Celsius sans le facteur vent à l'extérieur et moins 12 à l'intérieur. Petit joueur. Oui, mais faut se dire... Non, moins 12 à l'intérieur, par contre, c'est frais en temps. C'est ça. Les pauvres Irlandais avaient donc le choix entre mourir d'hypothermie ou passer tout leur charbon prévu pour l'hiver. Parce que justement, ils étaient pauvres et dans le fond, ils n'avaient pas acheté assez de charbon pour ça. Fait que c'était comme, qu'est-ce qu'on fait? Loser! Puis, ouais, c'est ça. En plus, même s'ils auraient voulu en acheter, les bateaux amenant habituellement le charbon étaient pris dans la glace. Puis quand ils ont fini par traverser, ben, ils ont augmenté leur prix en malade. Fun pour les pauvres. Le capitalisme. Yes. Autre élément gelé, les moulins en charge de moudre les grains. Nice aussi. Malgré tout, on n'est pas encore dans le pire de l'histoire parce qu'on ordonne alors que toute exportation alimentaire à l'extérieur de l'Irlande cesse, excepté en Angleterre, bien entendu. Tu sais, on est gentil, mais pas tant que ça. On a faim, nous aussi. À l'époque, les Irlandais se nourrissent principalement de deux choses, des produits à base d'avoine et des pommes de terre. Le fun commence alors que les récoltes de patates de l'automne précédent gèlent à leur tour et deviennent non comestibles. Puis, en plus, ils ne peuvent pas être utilisés comme graines ou pour planter pour l'année prochaine parce qu'ils sont finis. Puis ça aurait été drôlement pratique de pouvoir planter des patates parce que leur plantation de blé, ils ont été détruites par le froid. Fun times. Oui, on se dit alors pas grave, on va se reprendre au printemps, mais miracle, en Irlande, au pire moment possible, il ne pleut pas. En Irlande, quand même assez... C'est vrai que c'est quand même assez rare. C'est assez Moins rare. qu'en Angleterre, mais c'est quand même assez rare. C'est ça. Les animaux dans les champs meurent, l'avoine dessèche. Pas full pratique, surtout que l'avoine est à ce moment-là plus présent que les pétates dans l'alimentation des Irlandais. Ceci alors menait encore une fois à des hausses de prix et après ça, à des émeutes. Maintenant, on va se comprendre, le monde sont tannés. Rendu à l'automne 1740, le bétail commence à reprendre du poil de la bête. Oh! Mais peu de vaches sont tombées enceintes pendant la période. Sûrement que les taureaux avaient vu leur engin rétrécir avec le froid. Du coup, moins de veaux et moins de lait pour la population. Des petites vasectomies naturelles. C'est ça. Ajoutons à cela de nombreux blizzards pendant les mois d'octobre et novembre, ainsi qu'une pluie torrentielle en décembre menant à des inondations. Mais là, quand tu parles de blizzard, tu parles pas de ce qu'on vend au Dairy Queen, là, right? Non, parce que le monde a faim, sinon il serait content d'avoir ces blizzards-là. Là, je pense qu'on a coché toutes les cases de ce qui pouvait arriver.
Mais non! Mais non, ben, en fait, c'est là qu'on commence à parler d'une grosse famine parce qu'on a pas mal eu tout ce qui pouvait faire qu'on n'a plus de bouffe. Puis là, il y a des épidémies qui se sont mises à se répandre dans la population, puis les prix pour s'alimenter étaient encore plus élevés que chez IGA en 2022. De l'aide alimentaire fut finalement déployée au printemps 1741 et des efforts furent déployés par différents philanthropes pour améliorer les conditions locales et aider la population. Des bateaux remplis de grains ont fini par arriver en juin, mettant tranquillement fin à cette terrible famine alors que la météo redevenait un peu plus normale. Ça met fin à cette première famine. Hein? Ça a bien été. Et puis nous, on l'a eu difficile en 2020, apparemment. Non, finalement, pas tant que ça. Non, c'est pas vrai. On l'a eu quand même difficile, mais on peut pas comparer. On peut pas comparer à une grosse famine, puis on arrive encore à une autre bientôt. Mais avant ça, laisse-moi continuer le contexte historique. Maintenant, à la seconde famine, tu te souviens quand je disais plutôt que les Anglais avaient volé les terres des Irlandais? Oui. Eh bien, les nouveaux propriétaires, ne vivant plus nécessairement au pays, rendus au 19e siècle, louaient alors leurs terres aux fermiers irlandais. Ces derniers étant forcés à payer des loyers faramineux, augmentant la pauvreté généralisée de la population. Mais on dirait que les Brits, c'est des enfants uniques, en fait. Ils n'ont jamais appris à partager. Là, c'est pas fin pour les enfants uniques, c'est juste des propriétaires d'immeubles. Toi! Oui, non, c'est ça. Fait que, non, moi, je les vois comme justement des gens qui achètent des blocs, là, puis qui veulent juste faire du cash sur le pauvre petit peuple. Ouais, là. mais sans être des enfants uniques, là, mais on dirait que c'est comme des enfants à garderie. Ils jouent avec un jouet, là, ils le délaissent, là, ils voient qu'un autre enfant va jouer avec ce jouet, puis ils sont comme « Hey, non, c'est à moi, ça! » Ils ont l'air vraiment, c'est ça, d'enfants uniques. Non, ça n'a pas rapport avec les enfants uniques. Arrête de parler de ça. Non, mais les Britanniques sont vraiment comme... Ils essaient de faire du cash. C'est des capitalistes purs et durs. En fait, comme, ils sont allés là juste pour acheter le terrain, acheter le voler, puis après ça, dire « Paye-moi si tu veux le revoir. » Comme les Chinois avec nous ici. Hein? Ils achètent toutes les maisons, les Chinois, en ce moment. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Non sans envie de se faire encore plus d'argent, ces propriétaires ont aussi eu une idée. Pourquoi pas remplacer la culture du blé par plus de patates? Elles avaient été affectées par le froid, mais sont quand même une source de nourriture abondante, facile à cultiver dans des terres peu fertiles. Il y avait besoin de moins d'engrais et moins de main-d'œuvre pour leur culture, puis en plus, ça pouvait servir comme nourriture bon marché pour leurs ouvriers. C'est vraiment un win-win pour ces propriétaires-là. Ça te coûte moins cher, puis ça nourrit tes ouvriers avec quelque chose de moins bon. Mais tant qu'à aller en Irlande, il aurait pu venir dans la naudière. Mais je pense pas qu'il y avait autant de patates. Peut-être que c'est les Irlandais qui les ont amenés ici autant. Ah, peut-être. On le sait pas. Y a-tu beaucoup de roux dans ton coin de pays? Moi, j'ai du roux dans ma famille. Ah ben, torpinouche. Ah ben. Mais c'est ça, win-win parce que si leurs employés payent moins cher leur épicerie, ben ils ont plus d'argent pour payer un loyer plus cher. On l'aime-tu pas, ce beau capitalisme-là, hein? Donc, on produit d'autres aliments aussi à l'époque, là, quand même. C'est pas juste des patates, mais ceux-ci sont exportés en Angleterre. L'Irlande est alors le panier à provisions des British et exporte en masse les céréales, la viande, le fromage, le lait, le poisson. Tout ce qu'ils gardent, c'est les patates. Mais, comme dirait Catherine Levac, dans une pub télé, près de chez vous, c'est plate, pas de patates. Oui, mais quand c'est juste des patates, c'est plate aussi, on va se le dire. C'est tellement bon, des patates. Oui, non, je sais, mais on s'en reparlera quand tu mangeras juste des patates tous les jours. Pas de problème. Anyway. Mais qui pouvait défendre l'intérêt des Irlandais au 19e siècle, hein? Parce que quand même, ils sont assez maltraités. Ne faisait-il pas partie de la Grande-Bretagne au début des années 1800? Il veut pas, il devait avoir des sièges à la Chambre des communes. Ben oui, mais 70% des représentants de l'Irlande, c'était les propriétaires terriens et leurs fils. Fait qu'on n'était pas d'avance, c'était les Anglais qui décidaient pour les Irlandais, encore une fois. Ceci nous amène donc désormais au main event de la soirée, la fameuse grande famine de 1845 à 1852. Tu remarqueras ici une durée 7 fois plus grande que la première, hein? Tu ne seras donc pas surpris si je te dis que les décès sont en plus grand nombre aussi, soit plus d'1 million de personnes qui sont décédées pendant la grande famine. Quand je dis plutôt que la première famine a été plus dévastatrice, c'est que la population d'Irlande a augmenté en 100 ans, puis que maintenant, l'Irlande compte plus de 8,5 millions d'Irlandais. Du coup, le pourcentage de décès est de 12,5%, comparativement à ce que je disais tantôt, que c'était potentiellement entre 13 et 20. Ouais. Fait que le pourcentage c'est souvent proportionnel. Tu sais, tu disais que... il y a eu plus de morts vu que ça a duré plus longtemps, là, mais souvent, justement, c'est proportionnel. Plus de population, c'est sûr que tu as plus de monde qui meurt. C'est proportionnel ou exponentiel. Là. On l'a vu avec la COVID, là, justement. Effectivement. Ceci étant dit, 1 million, c'est un peu beaucoup trop de monde pareil.
Fait que comment est-ce qu'on est arrivé là? Alors que nos amis irlandais variaient entre patates pilées et patates au four pour souper à chaque soir, les plantations de patates de l'Irlande furent affectées par un champignon parasite appelé le mildiou. Celui-ci fait que les pommes de terre flétrissent et pourrissent de l'intérieur, puis qu'il n'y a absolument rien de récupérable là, sur le légume par la suite pour être planté. C'est-tu des champignons implantés par les méchants Anglais? Ben oui et non. Oh! Parce que... Détail dark! Oui et non, parce que en fait, ça proviendrait originellement du Mexique, puis ça s'est expédié en Amérique du Nord, mais on s'entend en 1800. Ouais. Fait qu'il y a des bateaux anglais qui se promènent pas mal entre l'Amérique du Nord et l'Europe, donc c'est ramené en Europe et puis finalement en Irlande. Ouais, puis les conditions d'hygiène et de salubrité ne devaient pas être over the top. Oui, à cette époque-là, on nettoyait pas tout dans nos bateaux. Au pluriel! Puis ça, le mildiou, il a frappé une bonne partie de l'Europe. Par contre, ça a davantage fessé l'Irlande à cause de la monoculture. Et quand je dis monoculture, je veux dire qu'on cultive une seule sorte de patate. Là. Pas de recette ou d'Yukon Gold. Là. C'est genre vraiment une sorte de patate, pas de luxe de variété, qui serait plus résistante aux champignons pour compenser. On rentre dans le tas dans la patate de l'Irlande. Les représentants du pouvoir britannique alertent alors Londres de la situation, disant excusez, c'est parce que toute notre bouffe meurt. Mais ils reçoivent alors comme réponse qu'ils ont assez dépensé pour l'Irlande par le passé et l'Empire préfère pratiquer le laisser-faire en tant que bon partisan du libéralisme économique. Qui s'arrange, les Irlandais. Wow. D'ailleurs, on n'arrête pas l'exportation des denrées cette fois-ci. Les négociants protestants avaient déjà promis cette nourriture à leurs clients. Ils ne peuvent pas annuler des commandes de même. Là. Fait que, garde, qui meurt? Ces Irlandais-là, j'ai des commandes. Oh my God. J'ai un petit feu qui naît en moi. Un feu de quoi? De haine! Ah oui, non, oui, ça, effectivement. Parlant de laisser faire, ceci laissait aussi les propriétaires anglais des terres faire ce qu'ils voulaient pendant cette crise-là. Vois-tu, leurs locataires dépendent des patates pour faire de l'argent et payer leur loyer. Donc, plus de patates, plus d'argent. Donc, ça coûtait de l'argent aux propriétaires de les garder sur leurs terres à ce moment-là. Ceux-ci ont donc décidé d'expulser les locataires pour en trouver qui seraient prêts à payer plus cher. Puis certains ont aussi vu ceci comme une occasion de se débarrasser de leurs locataires, tout simplement pour trouver un moyen plus rentable d'utiliser leurs terres, genre l'élevage de bétail. Fait que les gens avaient faim, mais en plus, ils se retrouvaient à la rue ou entassés dans les mêmes maisons ensemble pour ceux qui n'avaient pas encore été expulsés. Puis au chômage. Puis au chômage, fait que tout va bien. Puis qui dit gens faibles dit aussi plein de maladies. Ouais. Donc, ils étaient tous regroupés dans la même maison, faisant des épidémies de dysenterie, de choléra et de variole, pour n'en nommer que 3. Oui, parce que le scorbut, il prenait de la vitamine C. Il prenait des oranges. Non, il mangeait rien. Non, c'est ça. Il n'y avait clairement pas d'orange en Irlande. 3, peut-être le scorbut inclus. Mais, hey, les Anglais sont pas si terribles que ça non plus. Ils ont des qualités. On les niaise, là, un petit peu. Ben oui. C'est parce qu'on niaise tout le temps les Français. Il faut changer de cible, un moment donné. Non, mais attends, là. Ils ont décidé d'ouvrir des soupes populaires pour les Irlandais avec juste une toute petite condition. Si tu veux de la soupe, tu dois te convertir au protestantisme. Oh, wow! Le slogan de la campagne était « Take the soup ». Puis ça faisait pas nécessairement l'unanimité, hein, je sais pas pourquoi. Il y a quand même eu des milliers d'Irlandais qui ont pris le choix de changer de religion. Ils ont été surnommés les Jumpers. Ils sont pas si nombreux que ça, mais ça a quand même entaché beaucoup la réputation de l'Angleterre envers les Irlandais, comme s'ils les détestaient pas déjà assez. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la propagande? Un petit peu, oui. Malgré tout, l'année 1845 ne fut pas si pire. Oui, du monde mourait de faim, mais pas tant que ça. C'est plus en 46 et 47 que le mildiou a été plus féroce, détruisant le plus de tubercules. En 45, on estimait les pertes entre 1/3 et 1/2 des récoltes. Oh, ça va. En 46, on parlait plus du 3/4. OK. Fait que là, tu commences à en manquer pas mal. Là, tu commences à un petit peu capoter, là, je pense. C'est ça. Pour ce qui est de l'an 47, on le surnomme le Black 47, alors qu'il restait peu de graines à planter. Puis en plus, il y a encore eu des belles conditions météo de merde pour rendre ça encore plus le fun. La famine en soi va durer jusqu'en 1849, mais les effets économiques et les conditions de vie insalubres contribuant aux maladies que je parlais tantôt vont durer jusqu'en 1852, d'où le fait qu'on parle que ça a vraiment duré jusqu'à 52 et non juste comme un 4 ans, parce que
les gens continuaient à mourir. C'était plus à cause de que les patates n'étaient plus là, mais ça allait quand même pas très bien en Irlande. Avec tout ce que je viens de te résumer depuis tantôt, pourquoi quelqu'un voudrait continuer à vivre dans de telles conditions? Je sais pas. Ben, c'est ça. Les Irlandais se sont posé la question, puis tu l'as dit tantôt, on estime environ 1 million d'Irlandais qui auraient quitté le pays entre 1846 et 1851, principalement en direction de l'Amérique du Nord. À ce nombre s'ajoutent aussi environ 200 000 personnes qui auraient quitté vers l'Angleterre. Ils sont allés chez l'ennemi. Ils sont allés chez l'ennemi, mais à un moment donné, quand t'as pas le choix, c'est plus proche que d'aller ailleurs. Particularité intéressante, comparativement au reste des immigrants de l'époque, on recense à peu près autant de femmes que d'hommes qui quittent vers le Nouveau Monde. Pas besoin d'amener des filles du roi pour peupler. C'est ça. Parce que des femmes de joie. Ben c'est ça, les femmes de joie, ben c'était plutôt les femmes qui restaient en Irlande. Parce que oui, malheureusement, on assistait alors à beaucoup de femmes orphelines ou sans mari devant se nourrir et qui se tournaient vers être péripatéticiennes pour subvenir à leurs besoins. Peut-être pour éviter ça d'ailleurs qu'ils ont décidé de quitter le pays puis de s'en aller en Amérique pour éviter de continuer ce métier le plus ancien du monde. Sur 10 ans, on estime finalement que 2,5 millions d'Irlandais auraient quitté le pays. Quand même. Fait que si on relativise, il y avait une population de 8,5 millions d'habitants, 1 million qui est mort, 2,5 qui quittent, on est rendu à 5 millions. Ouais. Puis le plus triste là-dedans, c'est que cet exil n'a pas arrêté dans les décennies suivantes, atteignant son plus bas en 1931, alors qu'on comptait une population de 4,21 millions d'habitants en Irlande. Aujourd'hui, ça a augmenté. Le pays compte maintenant 7,1 millions d'habitants, soit quand même 1,4 million de moins qu'avant la Grande Famine. C'est fou. On n'est jamais revenu au point d'il y a presque 200 ans maintenant. Puis comme tu as dit... Tu sais, s'il n'y avait pas eu ces famines-là, puis tout ça, il serait peut-être 20 millions là, dans le pays, ouais, c'est 25 ça. Millions. Il y en aurait peut-être... Puis il n'y en aurait pas autant aux États-Unis qu'il y en a aujourd'hui. Non, c'est sûr. Fait que c'est vraiment fou que cette situation-là soit survenue. Ouais. Puis en passant, je disais que j'allais parler de plusieurs famines. J'en ai parlé de 2. Oui. Il y en a une troisième. Je vais vite parce qu'elle est moins connue, encore une fois. Puis elle est arrivée en 1879. Mais les Irlandais étaient tellement habitués aux grandes famines qu'ils l'ont surnommée la mini-famine. Oh, c'est une petite faim. C'est une petite faim. Parce que, ouais, c'est ça. Ça a le fait que les gens avaient vraiment faim plutôt que mourir. Fait que c'était juste comme, on a juste très faim. C'est le snack. C'était le snack, là. Tu sais, comme le faim. Il me semble que je n'aurais pris plus. Ben, ça, c'était la mini-famine. Puis pourtant, tu sais, elle était causée par conditions météorologiques, le mildiou, encore une fois, et le choléra. Mais bon, tu sais ce qu'on dit, c'est rare que le 3e film, c'est le meilleur d'une trilogie. Fait que cette famine-là n'est pas la meilleure. Le meilleur 3e, c'est réservé au Seigneur des Anneaux avec le retour du roi. Mais bon, ça, je m'emporte sur complètement autre chose. Fait qu'avant que je t'en parle pendant un autre 45 minutes, mais juste du Seigneur des Anneaux, je vais te dire que c'est la fin de cet épisode coloré et puis morbide de Petites Obsessions. J'espère que vous avez apprécié la dichotomie parce que moi, ben, ça me fait bien rire. Oui, puis ben, si vous avez aimé cet épisode, on vous invite à aller écouter nos autres épisodes. Ils sont disponibles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, toutes vos plateformes d'écoute préférées. Bref. Puis sinon, ben, on vous invite évidemment à vous abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, TikTok, Instagram. On partage plein de contenus connexes aux épisodes. Entre autres sur TikTok, là, plein de contenus exclusifs. Mais en même temps, on les met sur les autres plateformes maintenant. Fait que peuvent la choisir. Mais je veux dire, c'est pas des contenus de podcast. C'est vrai. C'est plus des contenus en 1 minute, mettons. Et des fois moins. Si vous avez envie d'apprendre des petites choses, des petits fun facts en 1 minute ou moins, ben vous savez où nous trouver. Puis sinon, ben on se dit à dans 2 semaines. Bye bye.